La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Voilà, parfait. Donc, l'idée de ce webinaire, c'était quoi? Dis-nous tout. Alors du coup, c'était en lien avec notre collègue Élise, qui est en lien direct avec les prospects. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de préjugés et d'idées reçues sur l'autopartage quand on discute avec eux. Des choses qui peuvent être facilement, facilement traitées, effectivement. Expliquer. Qui peuvent être expliquées, et on s'est dit que sous format de webinaire, ça pouvait être intéressant de traiter ce sujet-là, et aussi de voir avec vous quelles étaient effectivement les idées reçues que vous aviez sur cette mobilité-là, quels étaient éventuellement les freins au déploiement, etc. Que ça soit d'ailleurs dans le cadre de particuliers ou professionnels. Nous, bien sûr, comme on a une entreprise B2B, on va s'axer plus sur l'autopartage professionnel et les idées reçues qui en découlent. Mais il y a aussi une partie plus utilisateur, parcours utilisateur, en termes de flexibilité, etc., comme vous le verrez tout à l'heure. Voilà, il y a ces deux pans-là, et on s'est dit que ça pouvait être un format assez ludique et sympa. Oui, il y a une idée reçue pour peut-être commencer en préambule la presse. On en avait parlé avec certains qui sont connectés d'ailleurs. On pensait, nous, par exemple, que le Covid-19 allait un peu entamer quand même l'avancée des acteurs de l'autopartage. Alors, c'est ce qui s'est passé en B2C, hein, quand même, faut pas non plus se le cacher. En B2B, sur notre secteur d'activité, beaucoup moins. Et il y a même eu d'ailleurs plus de demandes qu'avant. Comment ça s'explique? Alors, c'est pour ça que c'est une idée reçue, parce que nous, on la pensait. Oui. C'est assez drôle. Voilà, que ça allait ralentir un peu le marché, et au contraire, parce que finalement, alors c'est plutôt des ETI qui nous contactent de manière assez intensive en ce moment, parce qu'ils veulent en fait éviter tout simplement d'avoir des zones de contamination supplémentaires. On l'a vu, alors certains étaient équipés de boîtes à clés numériques, donc forcément il y a des zones de contact, donc ça à éviter aussi en ce moment. Et puis pareil aussi sur les remises de clés à la main, de la main à la main. Et là c'est pareil, du coup les entreprises ont pris conscience de ça et se disent finalement c'est aussi l'occasion de mettre en place de l'autopartage, d'avoir tout un parcours utilisateur digitalisé, tout numérique en tout cas. Et du coup, voilà, ça permet d'être un vecteur. Donc finalement, alors on va pas dire que c'est une bonne chose le Covid, hein, c'est pas mon sujet, mais quand même ça a permis, enfin on l'a vu, hein, il y a plein de sujets qui ont été traités là-dessus. Ça favorise la transformation numérique quand même des entreprises, et à notre niveau on le voit bien. Sur la partie mobilité, il y a un vrai phénomène de fond qui est en train d'accélérer. C'est vrai que la mutualisation des véhicules est un peu repensée du coup. Ouais, complètement. Puis même le fait aussi d'intégrer du vélo partage, enfin des mobilités actives. Pendant le confinement, certains n'ont pas beaucoup fait de sport, dont moi. Et du coup, c'est vrai que le fait de venir en vélo, d'être un peu plus dans le sport, c'est pas plus mal aussi d'aller faire ses rendez-vous en centre-ville quand on peut avoir la chance de le faire. C'est bien aussi. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a toute une tendance de fond qui se dégage, et on espère que ça va continuer comme ça, puisque c'est des thématiques qui sont intéressantes, que ce soit pour n'importe quel type d'entreprise, hein, que ce soit des ETI, des PME aussi, des collectivités, etc. Donc voilà, petite idée reçue qu'on avait nous, comme quoi hein, chacun n'est pas épargné. Alors, pour le sommaire, dis-nous tout. Alors du coup, on va faire l'introduction classique de nos webinaires avec une petite présentation de notre activité, juste pour resituer qui sommes-nous chez Mobility Tech Green, et donc quel est notre cœur de métier. Donc là, on a écrit noir sur blanc, mais on va vous en parler un peu plus. Et après, on fera un petit déroulé. En gros, c'est une slide, une idée reçue. Et à chaque idée reçue, nous, on vous répond pourquoi effectivement c'est une fausse... comment on peut dire ça? Une fausse idée, tout simplement. Donc, on va un peu démonter chaque idée reçue. L'idée, c'est pas de dire qu'on a la science infuse non plus. Hein. Forcément, il y a des pans qui restent à discussion, mais voilà, c'était pour vous présenter un peu les différents points que nous, on rencontre au quotidien avec nos prospects, et en quoi on peut y répondre avec nos solutions notamment, et avec d'autres mobilités partagées. Et après, on fera un petit focus sur, au final, qu'est-ce que l'autopartage, parce qu'on ne le sait pas toujours, il y a encore des confusions avec tout ce qui est covoiturage notamment, on le remarque très régulièrement. Moins quand même. Moins qu'avant, parce que c'est vrai qu'il y a eu une tendance de fond au niveau particulier aussi, donc forcément, une première approche dans le cadre particulier, ça favorise une compréhension. Il y a encore quelques petits points. Et puis, c'est en termes d'historique aussi, comment on en est venu là et quelles sont les évolutions à venir. Et vous, effectivement, donc là, ça rejoint finalement la session de questions-réponses et de discussion de la fin. Quels sont vos préjugés encore aujourd'hui sur cette mobilité pour qu'on puisse éventuellement y répondre? Quels sont les freins que vous pouvez rencontrer pour déployer ce type de mobilité, etc.
Donc voilà, là, ça sera plus un temps dédié à un échange avec vous en fin de session. Donc, bonne transition pour ceux qui sont connectés entre-temps. 2 outils pour interagir avec nous. La première, c'est du coup l'onglet questions. Donc, vous allez pouvoir directement nous adresser une question. On la lit directement pendant la slide si c'est pertinent et s'il y a matière à discuter. Sinon, on prend cette question-là et on la traitera lors du temps de questions-réponses en fin de webinar, enfin de conférence en ligne, pour ne pas faire trop d'anglicisme non plus. Et sinon, vous avez un autre canal d'interaction avec nous, c'est la main levée. Vous pouvez appuyer sur le bouton et dans ces cas-là, on vous donnera la main pour directement dialoguer avec nous en temps réel. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces 2 options. Alors, cette fois, c'est moi qui commence. Oui. Donc, sur cette slide, rassurez-vous, hein, ça va pas durer 15 000 ans. Donc, l'idée, en fait, ça va être de présenter Mobility Green. Donc, en fait, nous, si vous ne nous connaissez pas encore, on est vraiment un acteur spécialisé dans l'autopartage B2B. Hein, donc, on va adresser les collectivités et les entreprises dans leur transformation digitale de leur mobilité. Donc, ça va être à la fois intégration d'autopartage, évidemment. On a aussi du covoiturage intégré dans notre service d'autopartage et globalement, on va sur une plateforme qui se destine à être du MaaS en B2B. Donc, du MaaS, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est Mobility as a Service. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de déployer en fait des canaux multimodaux pour que les collaborateurs puissent se déplacer en fonction de leur envie et de leurs besoins surtout. Donc ça, c'est intéressant. L'objectif principal de l'autopartage, ou en tout cas de notre techno, c'est de garantir les mêmes besoins de déplacement tout en réduisant la taille d'un parc automobile. Forcément, il y a des gains à la clé, hein, que ce soit en termes de véhicules, mais aussi de gestion du budget de la flotte. En moyenne, vous verrez, hein, si vous allez sur un site internet, il y a des études de cas clients, une sur le retour sur investissement, on voit qu'on est à peu près à 25-30% d'économie sur le budget flotte après intégration de l'autopartage. Donc c'est intéressant, faut juste par contre se donner les moyens, c'est-à-dire il faut bien communiquer en amont sur le service pour que les salariés soient bien sensibilisés et utilisent à fond le service, et puis aussi mettre un nombre de véhicules qui soit cohérent vis-à-vis de la demande. Voilà, il y a toute une question de dimensionnement aussi du service. Enfin, voilà, on est là pour ça aussi. En amont, on vous accompagne sur ces questions, sur l'étude de la typologie de déplacement. On est capable de vous préconiser des bonnes formules qui marcheraient pour votre entreprise. Donc voilà. Au niveau de nos clients, du coup, on va s'adresser majoritairement à des grands comptes, aussi à des ETI, TPE. Il y en a aussi pas mal. Alors, c'est vrai que sur le graphe, c'est un peu biaisé parce qu'on a l'impression qu'on a plus de grands comptes que de TPE ou de TI, ce qui n'est pas forcément le cas. Par contre, c'est les plus grosses flottes, donc évidemment un nombre de véhicules, c'est plus représentatif. On a aussi les collectivités qui parcellent en fait notre portefeuille client. Ensuite, notre communauté, donc on a 150 000 utilisateurs actifs de notre solution en Europe, et notre portefeuille client. Donc en gros, ça c'est une espèce de slide de roadmap. En tout cas, voilà. Donc l'objectif, c'est d'atteindre un nombre de volumes qui soit toujours conséquent vis-à-vis de l'installation des véhicules. Et notre solution, elle s'appelle Ecolibri. Donc, comme je vous le disais, c'est la solution logicielle et aussi matérielle pour pouvoir équiper votre parc et du coup intégrer de l'autopartage sur votre flotte, tout simplement. C'est parti pour les idées reçues. Idée reçue numéro 1. Alors, je ne veux pas de GPS pour mes salariés. Donc, quand on dit, effectivement, tu en parlais, l'installation d'équipements embarqués, une réflexion qu'on a assez souvent, c'est qu'on ne veut pas fliquer les employés. Et on a eu aussi, effectivement, des retours d'employés, des blocages à ce niveau-là, parce qu'on avait peur de... j'utilise un véhicule de service partagé, on va savoir où je me trouve à tout moment. Donc il faut savoir que notre système ne remonte pas du tout d'informations de géolocalisation durant le trajet. C'est juste le PIN au début de la réservation. Donc effectivement, c'est je réserve un véhicule, je veux juste savoir où il se trouve sur le parking. Parce que des fois, quand c'est des grandes flottes, quand c'est 2 véhicules partagés, il n'y a pas de souci, il y a des emplacements précis avec du marquage au sol. Mais des fois, quand il y a une cinquantaine de véhicules sur le site, pour retrouver la plaque d'immatriculation, c'est pas forcément très facile. Donc il y a cette notion-là de PIN de départ et aussi PIN d'arrivée. Donc c'est juste être sûr pour le gestionnaire que le véhicule a été rendu sur la bonne station. Parce que s'il y a un véhicule qui se balade après, pour rapatrier ça, c'est pas facile. Dans le cadre du free floating, il n'y a pas de souci si c'est déterminé avec le client en avance. Mais si c'est dans le cadre de la boucle, on parlera un peu des modes d'autopartage tout à l'heure, ça pose problème. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de ping, mais il n'y a pas du tout le tracé en fait. Et si la personne fait des arrêts intermédiaires, par exemple, nous on va pas le savoir, le système va pas l'enregistrer. Oui, à ce titre-là d'ailleurs, on passe souvent, quand c'est demandé, en tout cas, on peut participer à vos CHSCT. Alors je sais que ça a changé le terme, j'ai pas le
le dernier terme en tête. Je sais que la dénomination a changé il n'y a pas longtemps. Mais voilà, donc nous, on a participé à des réunions de CHSCT pour leur expliquer justement ces principes-là, et à chaque fois, ça passait plutôt bien auprès des salariés. Donc, il faut vraiment leur expliquer que c'est pas un outil de tracking pour savoir s'ils ont été prendre une baguette en retour pour aller au travail, etc. Donc, ils sont rassurés, mais c'est important de passer par cette étape aussi. Effectivement. Ça rentre dans toute la stratégie de communication autour du service et de la transition aussi, la conduite du changement en interne. Donc voilà. On passe à la deuxième. Allez. C'est parti. Alors, ma flotte est trop petite pour mettre de l'autopartage. Alors ça aussi, c'est une discussion qu'on a souvent, parce qu'effectivement, comme on travaille principalement avec des grands comptes, qui sont Orange, La Poste et Enedis, et qu'on les cite souvent parce qu'effectivement, c'est des belles réussites pour nous aussi, on nous dit souvent, vos clients, c'est des gros comptes, et moi, je suis pas Orange. Je suis pas Orange, je suis une petite entreprise, j'ai pas beaucoup de véhicules, j'ai pas beaucoup de moyens aussi. Donc voilà, est-ce que l'autopartage est vraiment adapté ? Donc là, c'est ce que disait Alexandre tout à l'heure aussi. Ce qui est important en amont de l'installation d'un service d'autopartage, c'est la quantification du volume de véhicules nécessaires, une analyse de la flotte, etc. Et donc, chaque cas client est différent et il y a une réponse différente pour chacun. Donc, il faut savoir aussi, la plupart de nos clients commencent avec des volumes relativement bas, même s'ils ont des flottes conséquentes. Parce que l'idée, c'est de faire déjà un test en interne pour voir si ça fonctionne bien, si ça prend auprès des employés, et après adapter le volume et la typologie de véhicules selon les résultats. Donc là aussi, c'est intéressant, et c'est intéressant pour des petites flottes aussi, parce que justement, s'il y a un roulement très important, il y a par exemple 50 salariés pour un véhicule, en usage non autopartagé, au moins connecté, c'est toujours compliqué pour les employés d'avoir accès à un véhicule s'ils n'ont pas de véhicule de fonction individuelle. Le ratio max pour un véhicule, c'est 32 dans les dernières études. On conseille d'être vraiment en dessous. Si on est à 1 pour 15, 1 pour 20, c'est déjà très très bien. Et puis dans le cas contraire, c'est justement s'il y a des véhicules sous-exploités dans une entreprise, qui n'ont pas beaucoup de moyens pour leur budget mobilité, justement. C'est l'idée aussi que l'autopartage permet d'observer le taux d'usage et de l'optimiser aussi en proposant plus à la réservation des véhicules sous-utilisés. Donc là aussi, il y a une idée de réduction des coûts, ou du moins d'optimisation, de rationalisation. Donc voilà, au niveau budgétaire, c'est assez intéressant, au niveau usage aussi. Et côté gestion, c'est aussi automatiser une grande partie de tâches pour les structures qui n'ont pas forcément, par exemple, de fleet manager ou de mobility manager, parce que c'est pas un poste dédié, c'est souvent une personne à l'accueil, par exemple, qui donne les clés ou qui gère le planning partagé. Donc voilà, il y a aussi une idée de dégager du temps pour ces personnes-là, pour qu'ils puissent se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée qui sont en lien avec leur poste de manière directe. Et donc, on en parle là, automatiser pour gagner en flexibilité. Donc, que ça soit au niveau de l'organisation de la structure ou des employés aussi, qui n'ont plus à faire des détours pour aller au bureau des clés, etc. Donc voilà, même pour une petite structure, et spécialement pour une petite structure, il y a plein d'aspects comme ça, au niveau de gain de productivité, au niveau accessibilité aussi au véhicule, qui n'est pas forcément très facile. Donc voilà. Il y a aussi un pan que j'observe souvent, alors je suis pas commercial dans l'entreprise, donc c'est pas mon métier d'aller tout le temps traiter les objections, mais au niveau marketing, c'est intéressant d'avoir ces données-là. Et quand je fais quelques rendez-vous, du coup, je le vois bien, ça aussi, où on a des ETI qui nous disent ouais, nous, on n'est pas Orange, du coup, on n'a pas un budget illimité sur la mobilité, etc. Et finalement, quand on observe leurs questions, finalement, on se rend compte d'une chose, c'est qu'ils expriment le fait qu'ils n'ont pas de vision sur leur budget, finalement. Ils savent pas le quantifier, ils savent pas vraiment le TCO de leur véhicule. Et d'ailleurs, quand on leur parle de TCO, des fois, ils nous disent voilà, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, machin. Et donc, c'est intéressant parce que finalement, quand on répond à la question en analysant plutôt leur budget, en tout cas en se posant la question de se dire combien est-ce que vous coûte vraiment un déplacement d'un salarié en moyenne, c'est intéressant puisque finalement, on se rend compte d'une chose, c'est que ils vont soit rembourser des indemnités kilométriques qui peuvent monter assez haut des fois s'ils font des trajets assez longs, soit ils passent par du taxi quand il n'y a pas de véhicule disponible, etc. Et donc, souvent, quand on est en phase d'une ETI, on se rend compte que il y a un vrai besoin finalement de visibilité sur la manière dont les gens utilisent leur véhicule, et du coup, un gain à la clé qui est assez intéressant. Donc, quand on leur explique ça avec un peu de pédagogie et surtout des faits concrets, ça leur parle. D'ailleurs, on a fait une offre découverte, et j'arrête l'aspect promo parce que je suis pas là pour ça, mais on a fait une offre découverte pour ça. En gros, on met un véhicule à disposition pendant 1 ou 3 mois grand maximum
pour que les gens justement puissent voir cet aspect-là. Autant c'est une manière, comme tu l'as dit, de tester l'autopartage, de savoir comment ça marche avec une notion de lecteur de badge, ouvrir avec un badge ou avec le smartphone, c'est intéressant. Mais le vrai but de la démo, c'est plutôt de voir avec les statistiques sur le back-office vraiment l'usage du parc. Et souvent, on a des surprises parce que des fois, ils ont des flottes de 10 véhicules. Finalement, on se rend compte qu'au bout de 3 mois, il y en a toujours 2 qui ne sont pas utilisés, ou en tout cas qui pourraient ne pas être utilisés si on avait ce qu'on appelle l'effet gruyère, où on est capable en fait d'entasser, d'empiler les réservations sur les 8 premiers véhicules, plutôt que d'avoir une réservation par véhicule. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Donc, faut l'expliquer. Je vois qu'il y a une question. Alors, qu'est-ce que le TCO? Je vais vous répondre, vous inquiétez pas. Donc, le TCO, en fait, c'est ce qu'on appelle le coût total de possession. Alors là, en l'occurrence, on parle de TCO d'un véhicule, donc c'est le coût total de possession d'un véhicule. Ça veut dire qu'en fait, on est capable, nous, avec notre logiciel, par exemple, de pouvoir se dire, on prend une Clio 4 dans le parc, par exemple, à titre d'exemple. Du coup, vous allez avoir un nombre de réservations théoriques qui vont être faites sur le véhicule parce que vos salariés ont besoin de se déplacer. Donc dans ces cas-là, en fait, on est capable d'avoir ces informations par jour en se disant, bah tiens, la Clio, par exemple, va être réservée de 8h à 14h. Voilà, vous allez avoir une première indication. Ensuite, avec notre techno donc connecté, vous allez avoir des informations réelles pour pouvoir justement les comparer. Donc là, typiquement, si un collaborateur a réservé de 8h à midi, mais que finalement son vrai besoin réel, il était de 10h à 11h, ça peut arriver, hein, parce qu'il y a des gens qui ont peur de ne pas avoir le véhicule, etc. Ce qu'on appelle le taux d'anxiété. Ça a changé d'ailleurs le taux d'anticipation. Taux d'anticipation. Taux d'anticipation. Voilà. Et du coup, ça vous permet de voir ça et de leur expliquer en fait que ça sert à rien de réserver un véhicule et de bloquer toute la matinée pour avoir juste 1 heure de réservation. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi si vous n'avez pas de système. En fait, vous ne le voyez pas. Et du coup, la personne va prendre les clés toute la matinée et empêcher les autres de pouvoir partir. Tu anticipes une prochaine idée reçue, justement. Ah, pardon. Mais en tout cas, voilà. Donc, tout le TCO, ça va être d'avoir ces informations-là, de se dire, OK, l'usage sur mon véhicule, il est de temps. Et sur mon parc, en fait, ce qu'on appelle le TCM, donc le coût total de mobilité, vous allez avoir cette vision globale et de se dire, attention, finalement, en fait, sur 100 véhicules, j'en ai 10 qui ne roulent pas, qui ne sont pas utilisés. Et donc, vous allez pouvoir les retirer. Donc, vous allez avoir un gain significatif sur votre parc. Est-ce que le TCO, de manière historique, en gros, c'est tout ce qui est, quand on comprend tout ce qui est location, entretien du véhicule, assurance, c'est un espèce de package, en fait, du budget total d'un véhicule par mois, généralement. Exactement. Et aujourd'hui, effectivement, il y a la notion de TCM qui se dégage. C'est à la fois la prise en compte des véhicules, mais aussi tout ce qui est service additionnel quand les collaborateurs voyagent, typiquement les hôtels, les repas, les services additionnels de mobilité. Donc voilà, il y a aussi une évolution qui s'opère aujourd'hui. Est-ce que tu parles du pro perso? J'en parle un peu plus loin, effectivement. C'est pas une idée reçue? Non, mais ça rentre dans une réponse à une idée reçue. Ok. En tout cas, ça fait partie d'un des éléments de réponse aussi, mais je ne vais pas extrapoler parce que je pourrais faire 15 minutes. Non, mais c'est très bien. Juste une autre question. Merci pour la question. Je vous en prie, avec grand plaisir. Enfin, vous en prie. Idée 3. Je peux faire la même chose avec Outlook. Alors ça aussi, c'est vrai. C'est pas forcément avec Outlook, mais avec d'autres outils, Google Agenda ou d'autres. Alors ça, c'est des choses qu'effectivement on retrouve très souvent. On avait eu un exemple dans un rendez-vous dans un groupe qui est assez important quand même. Ils sont 300 employés sur site et ils utilisaient un agenda Outlook. C'est vrai. Donc ça peut fonctionner effectivement, mais il y avait toujours le problème du théorique ou non théorique. Telle est la question. Est-ce que l'employé a vraiment pris de véhicule? Est-ce que la réservation se terminera vraiment à cet horaire-là? Et est-ce que moi, si j'ai réservé le véhicule après, j'y aurai accès? Donc voilà, il y a des choses... nous, ce qu'on répond généralement quand on nous dit ça, c'est d'une part, Outlook, c'est un outil qui est super, on l'utilise au quotidien aussi. Pour les mails, mais c'est pas fait pour la réservation de véhicules. Parce que ça se mêle en fait aux autres activités quotidiennes. J'ai des réunions et au milieu j'ai ma réservation de véhicule. Ça peut très vite se perdre. Et aussi, voilà, il n'y a pas de suivi réel et non seulement théorique des réservations. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si l'employé oublie de spécifier qu'au final, non, il n'a pas besoin du véhicule, ce véhicule-là se retrouve sur le parking bloqué parce qu'on se dit qu'il est déjà occupé et en fait, non. Donc voilà, il y a plein de petits aspects qui font que si on a fait une plateforme de réservation dédiée aussi, c'est qu'il y a une raison et que effectivement le suivi en temps réel et le fait de pouvoir dégager une réservation tout de suite, ça y joue. Parce que en fait, nous, ce qui se passe, c'est que quand l'utilisateur badge, le lecteur de badge, ça remonte au système qu'effectivement il a bien commencé sa réservation. Donc là, après, il peut continuer, il a son planning qui est bloqué. Et s'il finit la réservation en avance,
il y a un petit bouton de fin de réservation dans le véhicule, ou sinon, depuis l'application mobile, il peut notifier, finalement, j'en ai eu besoin du véhicule que pour 1 heure, je libère le véhicule pour les employés, ils peuvent réserver immédiatement le véhicule à la suite. Ce qui n'est pas le cas avec un planning Outlook, on n'a pas forcément accès, on n'y pense pas forcément aussi. Donc voilà, il y a plein de choses, et on a aussi tout ce qui est système de rappel de réservation. Là, avec Outlook, il y a les alertes, mais bon, ça se perd assez vite aussi. La perte principale, si vous êtes sur Outlook, par exemple, c'est que vous n'avez pas du tout de vision analytique des choses. Oui, c'est ça. Vous êtes incapable, enfin si, vous pouvez le traiter après à la main, ça vous prend du temps, mais vous n'avez pas une vision en un seul clic en disant, voilà, le fameux TCO dont on parlait tout à l'heure, vous n'allez pas pouvoir le sortir tout de suite, c'est ce qui est vraiment dommage. Puis pareil, après, en termes d'opérationnel, tu l'as dit, il y a beaucoup de contraintes liées à ça. C'est vrai, niveau gestionnaire, effectivement, si on veut quantifier, faire des exports après des réservations, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut exporter le calendrier de manière hebdomadaire ou mensuelle. Donc, même sur la gestion des clés. Là, on reste dans de l'opérationnel, mais pour le coup, combien de fois j'ai vu... Et alors, c'est marrant parce que tu parlais d'entreprise qui n'était pas si petite que ça. Moi, j'en ai une autre en tête, donc je dis rien non plus, mais qui partait faire des interventions. Alors, certains sont connectés, participent au webinaire depuis un moment, donc ils commencent à savoir de qui je parle, mais effectivement, je l'avais vu ça de manière très concrète, où la personne prenait les clés sur un tableau en liège pour partir en intervention, et des fois il n'y avait pas les clés, et donc dans ces cas-là il perdait un temps mais considérable à savoir où étaient les clés, machin, et au final il partait soit en taxi, soit il prenait un autre véhicule, ce qui empêchait une intervention, et ça crée un effet boule de neige en termes de gestion qui était assez compliqué. Tout ça parce qu'ils n'avaient pas justement notre techno, ou en tout cas une techno d'autopartage. Donc c'est aussi un vrai gain à ce niveau-là. Tu vas parler de logistique, c'est un gain important. Ça peut être une première entrée, effectivement, pour mutualiser l'usage, mais après, sur le long terme, et avec beaucoup d'employés sur la même plateforme, le même calendrier, ça peut vite devenir le casse-tête. Idée 4. Cela n'apporte rien par rapport à une boîte à clés. Alors, effectivement, il y a beaucoup de structures qui ont des boîtes à clés numériques, de manière générale. Donc, c'est effectivement, au niveau, accessibilité aux clés, c'est déjà mieux qu'un bureau des clés qui est un peu plus limité en termes d'horaire, où là aussi il y a une perte de productivité pour la personne qui est en charge de donner les clés et qui n'est pas forcément allouée seulement à cette tâche, forcément, parce que sinon ça serait un peu bizarre. Donc ça n'apporte rien si ça apporte aussi une notion de sécurité supplémentaire pour les clés de véhicule. Il faut savoir, Alexandre en parlait tout à l'heure, qu'on a une notion d'équipement embarqué. Et parmi ces équipements embarqués, vous avez tout ce qui est la partie sécurisation des clés. Il faut savoir que une réservation, notamment, se clôture exclusivement si les clés se trouvent à l'intérieur du véhicule. Et au début de la réservation, en fait, on n'utilise jamais les clés du véhicule pour ouvrir les portières. Elles sont dans le véhicule. Voilà, c'est ça. En fait, elles sont dans la boîte à clés de manière constante. Donc, il y a moins de chances de perte ou d'échange, déjà. Et en fait, l'employé utilisait un badge ou l'application mobile. Donc déjà, ça sécurise plus qu'une boîte à clés où effectivement il y a un code pour accéder, je vais y arriver, accessibilité, accéder aux clés, mais après au niveau du retour, etc., c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas forcément la garantie qu'on les retrouve. Après, bon, on compte quand même sur l'honnêteté des salariés, mais on peut avoir un oubli tout simplement, ou après un rendez-vous, on rentre un peu plus tard que prévu et on oublie de les remettre, ce qui arrive. Donc voilà. On en parle aussi, un accès plus sécurisé. Donc c'est en gros, on a réservé un véhicule, j'ai accès aux clés seulement de ce véhicule, parce qu'elles sont dans le véhicule concerné. Donc j'ai pas accès à toute la flotte. Donc là aussi, il y a une notion de sécurité et de traçabilité aussi au niveau de la gestion, parce qu'on sait vraiment où se trouvent les clés en temps réel. Et là, on en parlait tout à l'heure, là c'est plus une question d'accessibilité, de flexibilité. Là, on en parlait notamment avec des collectivités qui ont plusieurs sites, et le bureau des clés ne se trouve pas forcément sur le site sur lequel je me trouve. Donc, je dois faire un détour en avant. Je dois emmener mon véhicule ou me rendre sur le lieu et après récupérer le véhicule. Donc là aussi, c'est un peu problématique des fois. Donc là aussi, c'est gain de temps avant et après le trajet. Après, c'est sûr que même en termes de gestion, c'est pas un outil qui est fait pour gérer votre parc. C'est vraiment pour permettre la mutualisation des clés. Oui. Ça, faut pas l'oublier aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure sur l'aspect analytique des choses. Une boîte à clés numérique, ça a aussi ses avantages, faut pas le nier.
Mais pour autant, il y a des choses qui sont très concrètes dans la gestion d'un parc. Typiquement, la loi de roulage, quand vous avez des véhicules en location longue durée, vous allez avoir en fait des pénalités si vous restituez le véhicule en amont enfin, avec plus de kilomètres que prévu, etc. Et donc, avec des logiciels d'autopartage, vous allez aussi pouvoir avoir cette vision-là et de se dire, attention, dans mon parc de 10 véhicules, sans forcément parler de milliers, on va pousser dans l'algorithme, en fait, les véhicules qui sont les moins utilisés pour justement affiner la loi de roulage, essayer d'arriver sur une espèce de moyenne qui soit intéressante pour tous les véhicules et éviter les pénalités. Avec des systèmes de boîte à clés, ça sera compliqué d'avoir accès à ces infos-là. Après, des fois, il y a des structures effectivement qui couplent ça avec des systèmes de gestion de flotte notamment, mais du coup, ça multiplie un peu les canaux de gestion et c'est pas forcément, ça fonctionne, hein, mais de manière unifier ça peut être effectivement une solution plus viable sur le long terme. C'est une des objections aussi qu'on a. Alors, je sais pas si elle est dans ce sens, je vais te spoiler une autre slide, je suis désolé. Mais effectivement, en fait, quand on s'adresse à une ETI, on n'a pas forcément en face de nous des mobility managers, ce qui est tout à fait logique. Du coup, ça va être une personne qui s'occupe soit parfois des RH, des choses comme ça, et du coup, il y a plusieurs interfaces des fois. Ils vont avoir une boîte à clés qui est connectée pour gérer les véhicules. L'autre, c'est qu'ils vont avoir un logiciel de gestion de flotte qui va s'occuper de gérer et avoir cette vision analytique des choses. Et du coup, ils ont souvent plusieurs interfaces, en plus du travel, et etc. la réservation via Outlook, des fois, en plus. Et c'est une demande aussi de leur part de nous dire, finalement, on a un peu ras-le-bol d'avoir accès à 3-4 écrans pour faire une réservation. On veut tout centraliser. Et c'est un peu l'objectif d'ailleurs de notre outil. Vous l'avez vu, on commence à intégrer du multimodal, donc avec du vélo, de la trottinette, etc. Et donc, à terme, on veut vraiment que ce soit l'élément central pour gérer son parc en B2B, enfin, en tout cas en professionnel. Vous allez avoir toutes les informations sur une seule interface. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire. Voilà, pour celle-ci. On y va. Idée 5. C'est plus pratique de posséder un véhicule individuel. Alors ça, c'est l'éternelle question du véhicule de fonction individuelle, qui reste un peu un avantage en nature assez récurrent en entreprise, et qui peut être tout à fait pertinent pour des personnes, par exemple, des commerciaux qui sont tout le temps en déplacement, effectivement. Dans ce cas-là, oui, il faut un véhicule individuel, c'est logique. De toute façon, il ne sera jamais disponible pour les autres employés s'il est réservé tout le temps. Mais effectivement, on a... Alors là, tu m'as spoilé. Pardon. on va y venir, mais effectivement, il y a des solutions qui se dégagent au niveau des véhicules individuels de fonction. On en a discuté notamment avec notre client Orange, qui avait cette problématique-là de j'ai plein de véhicules de fonction individuelle, mais mes employés, j'en ai pas forcément beaucoup itinérants. Comment je peux faire pour leur garantir un accès à ce véhicule individuel, pour pas les entraver, entre guillemets, et aussi améliorer le taux d'usage de ce véhicule qui reste stationné 90% du temps. Donc là, je vais en parler tout de suite du coup. On a travaillé sur un module qui s'appelle le module véhicule libéré. Donc l'idée là, c'est de laisser la main quand même au conducteur principal, donc on appelle ça le conducteur principal, qui avait le véhicule de fonction individuelle, de lui dire tu as des réservations créées automatiquement sur ton véhicule toute la semaine, donc sur les créneaux habituels, 8h, pour lui. 8h midi, après 14h, 17h, enfin ça dépend des structures. Tu peux rentrer avec le soir, il n'y a pas de souci, il sera libre. Et donc l'idée, c'est si en journée, l'employé ne se dépasse pas, il peut directement spécifier sur son planning de réservation, libérer des créneaux, et sur ces créneaux, les conducteurs donc secondaires, c'est les autres employés, pourront réserver ce véhicule-là durant la journée. Donc effectivement, il y a une pratique de confiance à avoir. Donc des fois, c'est que dans le service, par exemple, qu'on peut autoriser les réservations. C'est mes collègues proches, je suis sûre qu'ils prendront soin de mon véhicule. Ça peut être une première entrée, et puis après, ouvrir à d'autres services. Donc voilà, il y a cette notion de garantir l'accès au véhicule. Si par exemple il en a besoin, il y a un imprévu, il peut dire je suis désolé, finalement je récupère mon véhicule sur cet horaire-là. Et par contre, le conducteur secondaire, bien entendu, il aura une réservation sur un autre véhicule, ça fera le transfert automatique. Mais voilà, il y a un peu ce compromis entre les deux qui permet aussi de mutualiser une plus grande partie de la flotte parce que les véhicules de fonction individuelle restent quand même un grand pourcentage dans les flottes des grands comptes notamment. Donc voilà, c'est une première entrée de mutualisation qui est assez intéressante. Et pour rester sur des sujets un peu plus pourquoi le véhicule individuel, etc., on en parlait tout à l'heure, le véhicule individuel reste garé 95% du temps.
Donc en gros, on se déplace d'un point A à un point B le matin pour aller au boulot. Après, on reste toute la journée au boulot. Et après, le soir, bien entendu, on retourne chez soi. Donc voilà, il y a aussi un budget conséquent pour peu d'usages. Là, c'était, je sais plus quelle étude, j'ai pas noté malheureusement. C'était 6 000 € en moyenne par an. Oui, il y en a plein là-dessus. Ouais. Enfin, ça varie assez. C'était pas l'ADEME ou quelque chose comme ça? Je sais plus exactement. Bon, bref, il y avait une idée de budget annuel pour un véhicule qui est très immobilisé au final. Il y a aussi tout ce qui est stationnement. On voyait que le budget de place de stationnement, c'est assez conséquent pour une entreprise. Et pour l'entreprise qu'on parlait tout à l'heure, qui a beaucoup d'employés sur site, je voyais pas de qui tu parlais. ils n'ont pas beaucoup de places de stationnement aussi, et ils avaient cette problématique-là on réquisitionne des emplacements, on n'en a pas beaucoup déjà, comment on peut faire pour optimiser ça Donc le véhicule individuel, effectivement, c'est pratique pour certains cas d'usage, mais ça pose aussi pas mal de problématiques en termes logistiques et budgétaires pour l'entreprise. Donc on essaye de réfléchir à des solutions de transition pour amener doucement les employés à repenser leur usage du véhicule individuel. Et ça vient aussi, tu en parlais tout à l'heure, par la multimodalité. C'est proposer d'autres moyens de transport selon les usages. Donc, typiquement pour les trajets courts, par exemple, de l'électrique ou du vélo. Donc là aussi, c'est effectivement, on vous invite à moins utiliser votre véhicule individuel, mais on vous propose des solutions alternatives. Parce que pour pas vous laisser sur la paille et pour vous dire, effectivement, je suis obligée d'utiliser ma voiture parce que j'ai pas d'autre solution. Donc là aussi, c'est à nous, en tant qu'opérateurs de solutions de mobilité, de proposer des solutions adaptées à chacun. Et la phase d'analyse de la flotte, c'est très important à ce niveau-là. Donc voilà. Ah, mais c'est quoi du coup l'autopartage au final? Alors là, c'était juste une petite leçon d'histoire, parce qu'on avait fait un article qui avait pas mal marché il y a quelques temps déjà. Ça remonte, ouais. Peut-être faire une petite mise à jour, parce qu'il c'est pas mal de choses d'ici là. Mais il faut savoir que l'autopartage, c'est pas une notion si nouvelle que ça. On en a des premiers exemples dès l'après-guerre, en fait, en 1948. C'est surtout en Suisse où ça se passe. Oui, c'est vrai. En Suisse et en Belgique où on a beaucoup d'expérimentations pour optimiser justement la circulation. Donc là, c'était un peu old school. Et dans les années 60, il y a pas mal d'expériences pilotes. Là, je crois que c'est aux États-Unis, cette image. Je sais plus exactement où c'est. J'ai pas noté, malheureusement. Philadelphie, non? Je crois que c'est la Philadelphie. Et à Montpellier aussi, en France, il y a des premières expérimentations. Donc là, c'est pour les particuliers, au départ. C'est la proposition de véhicules avec réservation. Bon, là, effectivement, c'était à l'ancienne, avec un bureau où on allait réserver son véhicule. Mais assez proche d'une Zoé quand tu regardes finalement. Oui, mais c'est assez marrant, ça me fait penser c'est quoi, les petites Renault aussi les Twizy. Les Uniplace. Oui, monoplace. Les monoplaces, les petites Smart, des trucs comme ça. C'est vrai que les années 60, il y a beaucoup d'expérimentations. On y retourne un petit peu, c'est assez rigolo. Et puis très vite, dans les années 80, il y a des coopératives qui se créent. Donc là aussi, c'est en Suisse, où il y a beaucoup d'initiatives à ce niveau-là. Et en France, c'est fin des années 90, et depuis, il y a une multiplication des acteurs. Et puis surtout, ces dernières années, avec le free floating, ça a explosé. À Paris, effectivement, il y avait Autolib. Autolib, c'est fini, mais maintenant, il y a plein d'acteurs qui se positionnent sur ce secteur-là. Avec le Covid, etc., il y a eu un peu un frein, effectivement, mais là, ça revient doucement. Et il y a eu pas mal de mise en place de protocoles. Nous, on en a mis en place en interne. Protocoles d'usage et de nettoyage des véhicules. Donc voilà, il y a eu une progression et un changement d'usage, parce qu'effectivement, à la base, c'était toujours de la boucle quand même. Tu en parleras tout à l'heure. C'est-à-dire que je prends un véhicule à un point et je le ramène à un point précis, au même point en fait de départ. Donc voilà, mais il y avait déjà ces réflexions qui étaient principalement de l'ordre de décongestion des axes routiers déjà dans les grandes villes, parce qu'effectivement là on parle de Philadelphie, de Montpellier, on parle pas des petites villes de campagne. Donc voilà, il y avait déjà cette notion de mutualisation en lien avec l'amélioration des lignes de transport en commun aussi, où il y avait un vrai travail au niveau urbanisme pour multiplier les transports en commun et pour améliorer la mobilité dans le centre-ville.
Sachant que années 50, on était encore dans le plein boom des véhicules individuels, notamment aux États-Unis, où c'est quand même le paradis des Ah oui, voitures. oui. C'est l'après-guerre aux États-Unis, c'est vraiment. Enfin, même encore aujourd'hui, ils sont hyper Oui, c'est attachés. très attaché, donc c'est assez intéressant de voir quand même qu'il y avait en parallèle des expériences pilotes pour repenser ce rapport au véhicule individuel. On en parlait tout à l'heure, le véhicule individuel. Il y a quand même un statut social qui était assez fort et qui est toujours fort d'ailleurs, Bien sûr, effectivement aux mais États-Unis. Mais voilà, on a déjà ces réflexions assez tôt. Pour la petite information aussi, vous voyez la dernière date là sur ta slide, c'est 98. Nous, on est arrivé en 2002. Alors effectivement, on ne communique pas sur ça puisque c'est une activité plus ancienne de OETT Green, où on était opérateur B2C en fait pour la ville de Rennes, et ça a commencé sous forme d'association en 2002. Vous voyez comme quoi ça remonte un petit peu. En 2002, ça fait quasiment 20 ans quand même, quand on y pense. Donc voilà, donc c'est effectivement des sujets qui évoluent assez rapidement, et je crois que le vélo partage, j'ai vu un article intéressant sur l'histoire du vélo partage, il faudra peut-être qu'on en fasse un. Et du coup, pareil, les premiers projets de vélo partage connecté, ça remonte aussi un petit peu, et c'est vraiment fascinant. Même en libre accès, je sais pas trop. Par exemple, le Vélib, je crois Alors, que ça le premier, commence. c'était, alors ça fait un peu chauvin de dire ça, mais je crois que c'était à Rennes, parce que la première carte multimodale, c'était la carte Corrigo. D'accord. Après, le premier vélo partage, c'était pas à Rennes, je sais plus où est-ce que c'était, mais il y avait un système de bornes et tout ça, c'était intéressant. Mais je vais pas rentrer dans le détail Mais parce ça que serait intéressant de créer un maîtrise contenu pas. là-dessus. Oui. C'est vrai que les articles historiques comme ça, on a des belles découvertes aussi. Donc le parcours, tu en parlais. Donc l'autopartage, en fait, c'est assez simple, hein, vous allez le voir. Finalement, vous allez vous connecter à travers enfin avec une application mobile ou un site internet de réservation qui sera à votre disposition. Une fois que vous êtes devant le véhicule, parce que vous avez, ah tiens, alors on a une super question, c'est parfait. Enfin, c'est pas une question, mais je vais la À La lire. Rochelle. Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. Merci Stéphane, donc il nous précise en fait le vélo en 78 à La Rochelle, c'est ça, c'était La Rochelle. Merci Stéphane. Du coup, donc, très 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 bon. J'adore les interactions comme ça. Du coup, voilà, donc vous allez devant le véhicule, vous allez ouvrir les portes en fait du véhicule, soit avec un badge professionnel, puisqu'on est capable de se plugger sur votre badge pro, soit sinon vous avez une application mobile pour pouvoir aussi ouvrir les portes à distance. Donc vous êtes devant le véhicule, vous rentrez dans le véhicule, vous allez prendre des clés du coup dans la boîte à gants. Vous allez voir, il y a un petit boîtier qui s'appelle la keybox, où vous allez retrouver du coup la carte carburant, si vous en avez une, et les clés du véhicule. Ces deux éléments en fait sont localisés par la boîte à clés. Si jamais il y en a un des deux qui manque, en fait, vous allez avoir l'information et ça vous permettra de pouvoir y remédier. Donc vous utilisez du coup les clés du véhicule. Si jamais, alors on nous pose souvent la question, ça fait partie des objections aussi mineures évidemment, mais il y a quelqu'un qui voit que c'est un véhicule autopartagé, par exemple, qui est sur la chaussée. Il voit ça, du coup il sait que les clés potentiellement sont dans la boîte à gants, il casse la vitre. Alors vous avez vu le geste, hein, c'est ça. Il rentre dans le véhicule, il ouvre la boîte à gants, il prend les clés, il démarre, il part avec le véhicule. Eh bien non, puisqu'en fait on maîtrise du coup l'antidémarrage, donc la PC on-off, et du coup on est capable de dire attention, il n'y a pas de réservation qui est affiliée du coup sur cette période-là, ou en tout cas il n'y a pas eu le badge, du coup vous êtes sûr de ne pas pouvoir démarrer. Donc au niveau des vols, vraiment, on est à zéro là-dessus, donc c'est assez intéressant, même en termes de sécurité aussi, d'avoir ces informations-là. Donc une fois que vous arrivez du coup sur votre institution, vous avez juste en fait à fermer votre réservation. Donc là, vous remettez les clés et la carte carburant si vous l'avez utilisé du coup dans la boîte à clés, la keybox. Vous fermez votre réservation et en fait vous avez juste à appuyer sur le bouton de fin de réservation qui est situé en fait souvent en bas du volant, en bas à gauche, et vous allez comme ça libérer directement du planning le véhicule pour qu'il soit de nouveau opérationnel et utilisable pour les autres salariés. Sachant que le bouton de fin de réservation, vous allez le retrouver de manière analogique dans le véhicule, mais aussi numérique avec une petite tuile sur votre application mobile qui vous permet aussi de pouvoir soit prolonger, soit restituer le véhicule si vous en avez besoin. Et puis, petite anecdote aussi, vous avez une petite indication à la fin de votre réservation sur votre score d'éco-conduite, avec des conseils pour vous dire attention. On a eu un collaborateur là qui a déménagé, on a vu son score d'éco-conduite, c'est quand même... voilà, il y a des choses à faire des fois. Donc oui, il y a une question. Donc c'est des éléments intéressants comme ça. Alors, juste pour terminer sur la slide, et puis je réponds à vos questions. Donc de toute façon, on avait quasiment terminé. Ça, c'est pour le système en boucle. Vous allez voir, il y a plusieurs types en fait de services d'autopartage qui des fois sont concomitants et ça permet d'avoir une meilleure gestion aussi. Donc vous allez voir tout de suite, mais je vais répondre effectivement à quelques questions. J'ai pas la C'est bizarre, on a déjà la petite notification. Ouais. C'est pas grave. Alors Bénédicte qui nous dit cela veut dire qu'il y a des aménagements techniques à faire sur tous les véhicules
Avec les constructeurs, ah, tout à fait. Alors en fait, effectivement, constructeur ou pas, nous on a des accords avec les constructeurs, effectivement, donc on peut très bien intégrer notre techno en première monte, ça peut être le cas. Sinon, on a aussi des réseaux en fait d'installateurs qui vous permettent directement d'avoir une prise de rendez-vous et l'installateur va venir pour pouvoir équiper votre flotte. Donc il intervient dessus, il est autonome et il vous permet de connecter. En fait, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé sur l'aspect embarqué. Vous avez une box en fait, c'est un espèce de petit calculateur comme ça qui est de cette taille-là. Alors ça vous dira peut-être rien à la cam, mais l'idée c'est ça, c'est en fait on va se plugger sur votre prise en fait véhicule, ce qu'on appelle le CAN bus du véhicule, et on va remonter justement les informations pour pouvoir contrôler l'ouverture, fermeture des portes, le kilométrage, les informations moteur, pourquoi pas, etc. Donc on a vraiment accès à tout ça. Et du coup, une fois que l'installation va être faite, vous allez avoir en livrable votre plateforme de réservation et tout sera fait de manière assez naturelle. Et c'est assez, l'installation, ça dure Oui, 2 heures, 2 heures même et pas, demie ouais, à peu c'est près. 1 heure en plus là, vu qu'on a changé, enfin, Oui, on le a refait processus. notre calculateur. C'est pour ça qu'on a eu un prix d'ailleurs au CES, au Consumer Electronics Show. On a repensé le calculateur de manière vraiment optimisée avec les nouvelles techno, etc. Du coup, Et sachant que d'autres des véhicules peuvent être intégrés à la plateforme de réservation sans être équipés. oui, Donc là, ça sera juste en fait pour permettre un système de réservation, mais il n'y aura pas toute l'automatisation de la logistique des clés dans les véhicules, etc. Donc on peut faire en bimode et aussi. c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on a des cas où on a une partie des véhicules qui sont en connecté, du coup, en autopartage connecté, souvent des véhicules de pool ou de service, etc., puisque c'est un vrai avantage en termes de logistique. Et puis ensuite, le reste, ça va être des véhicules satellites qui seront en mode non connecté, mais qui permettront d'avoir comme cette vision analytique des choses avec les réservations théoriques. Donc comme ça, vous aurez aussi une vision globale de votre parc, ce qu'on appelle le TCM, pour pouvoir vraiment aller au fond des choses si vous voulez optimiser celui-ci ou optimiser vos budgets. Donc ça, c'est intéressant. Autre question, connaissez-vous l'impact environnemental de votre solution? Agissez-vous pour limiter? Alors, très bonne question. Du coup, effectivement, en fait, nous, on le connaît plus ou moins, c'est-à-dire qu'on fait toute notre R&D sur Rennes, donc on est capable de pouvoir quantifier du coup les coûts de production, les différentes émissions au niveau des pièces, etc. Donc, on a vraiment un programme de qualité. D'ailleurs, on a un comité RSE en interne qu'on pilote pour justement optimiser ces choses-là. Et d'ailleurs, on parle d'embarquer, enfin de matériel, mais on a aussi l'aspect software. Et donc, sur l'aspect software, par exemple, on a dans ce comité RSE des gens qui se penchent systématiquement, excusez-moi, sur l'aspect aussi réduction de l'empreinte carbone au niveau du code. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est hyper intéressant de pouvoir optimiser justement les traitements du serveur, les traitements des données, etc. Donc c'est des choses sur lesquelles on se penche très régulièrement pour pouvoir optimiser aussi cet impact-là. Comme on le sait, nos valeurs, vous savez, le produit s'appelle Ecolibri, la petite histoire c'est que chacun fait sa part. Nous, on essaie de faire notre part aussi à notre niveau sur l'empreinte carbone. D'accélérer un peu sur certains sujets, justement, en lien avec ça. Exactement. Question de Stéphane. Pour les véhicules sans CAN bus, cela fonctionne, quid des polluants? Alors, effectivement, les véhicules qui n'ont pas de CAN bus, on peut très bien avoir une vision analytique avec l'OBD. Vous savez, c'est la prise qui est souvent utilisée par les fleets, enfin les outils de télématique de gestion de flotte. Pour autant, comme tu le disais, sans avoir même d'équipement embarqué, vous pouvez très bien intégrer aussi en non connecté, on a une solution pour ça, vos véhicules. Donc vous aurez aussi cet aspect analytique et puis aussi cette vision en fait du TCO individuel de chaque véhicule. Donc ça vous permettrait quand même d'avoir ces infos-là. Pour les poids lourds, c'est pareil en fait. Alors ça, c'est un des éléments qu'on n'a pas forcément évoqué. Nos techniciens, enfin nos installateurs, sont capables de faire de la R&D ou des prototypes. À titre d'information, par exemple, on a eu des fois des cas atypiques. On a dans notre plateforme, par exemple, des bateaux du bateau partage, on peut l'appeler comme ça, qui est intégré dans notre plateforme. Donc, vous voyez, on peut aller assez loin en termes de typologie de véhicules. Donc, on fait aussi des véhicules utilitaires, évidemment, et des poids lourds. Alors ça, on a eu des questions. Je ne sais pas si en R&D, au niveau embarqué, ils ont eu des trames ou des choses comme ça, mais en tout cas, on peut le faire puisqu'on a des ingénieurs sur ce sujet. Voilà. Donc, on va continuer la slide. Donc, juste pour terminer sur les différents modes d'autopartage, comme on l'a vu, le plus classique chez nous, en tout cas, ça va être la boucle qui représente beaucoup de choses. Je prends juste une dernière question, parce que après je vais continuer quand même. Donc, Bénédicte, pour le vélo-partage, le principe est le déverrouillage de la station de recharge par badge ou par mobile. Effectivement, en fait, vous avez plusieurs solutions. Soit effectivement, vous avez une station, ce qu'on fait souvent avec nos partenaires. Ils vont avoir une station qui est rechargée en solaire, d'ailleurs, c'est intéressant. Ça rejoint un peu ce que vous disiez sur l'aspect empreinte carbone. Et du coup, voilà, le collaborateur va réserver exactement comme un véhicule autopartagé
son vélo, il arrive devant la station, il badge ou il ouvre avec son smartphone, ça dégage le véhicule de la station, enfin le vélo, et il part du coup faire son trajet. Il y a d'autres modes sur lesquels on est en train de se pencher, un peu moins onéreux, sans station, donc avec des petits cadenas connectés, etc. Le problème du cadenas, c'est qu'on n'a pas l'autonomie. Et quand on fait, par exemple, des vélos électriques, enfin assistance électrique, c'est intéressant d'avoir l'autonomie restante du vélo, puisque le collaborateur, comme ça, on peut le diriger vers un vélo qui soit capable de faire De garantir sa son demande. trajet. Exactement. Voilà. Donc, on se penche sur ces sujets, mais sur le tronc commun, en tout cas, c'est vraiment station avec vélo. Et l'idée, c'est de répliquer un peu le même type de parcours d'utilisateur, quel que soit le mode Oui, bien sûr, de mobilité aussi. D'ailleurs, Donc, nos fiches véhicules sont, ça porte bien son nom, hein, c'est pas des fiches voitures, c'est des fiches véhicules. Donc, vous allez avoir des vélos, des trottinettes. Tu parlais de salle de réunion, on pourrait très bien intégrer d'ailleurs la réservation de salle de réunion. Pas de souci particulier. Alors, du coup, donc la boucle qui représente vraiment le mode de transport standard chez nous. Donc, vous allez prendre un véhicule sur une station dédiée, vous allez le ramener systématiquement à la station. Ramener, ouais. Donc, en tout cas, le retourner à la station de départ. Donc ça, c'est l'élément standard. Ça évite aussi d'avoir des frais de logistique importants, parce qu'en free floating, c'est le deuxième mode. Vous allez en fait avoir une zone en geofencing. En fait, le geofencing, ça va être une zone qui est délimitée. Si jamais vous sortez de la zone, par exemple, vous allez avoir une alerte en disant attention, le collaborateur ou la personne sort de la zone, donc là, il faut le contacter. Donc ça, c'est un mode qui est beaucoup plus flexible. Le free floating, en plus, va souvent avoir des notions sous-jacentes de non-réservation. C'est-à-dire que vous passez devant un véhicule, vous avez juste à badger à la volée ou à prendre du coup le véhicule et vous partez. Du coup, vous avez moins ce temps d'anticipation à faire une réservation, tout ça. C'est pour ça que c'est complémentaire justement avec la boucle. On a des clients qui justement ont une partie de leur parc en boucle et une autre partie en free floating ou en prise à la volée qui permet comme ça de pouvoir avoir un peu les deux modes, puisque certains collaborateurs, alors je vous donne un exemple concret, on équipe par exemple une chaîne de télévision, un autopartage, et on a autant les personnes du tertiaire, type voilà, des gens qui partent faire des formations ou des commerciaux, etc., ils prennent le véhicule en boucle, ça leur pose aucun problème. Par contre, on a une typologie un peu différente avec des reporters, et dans ces cas-là, ils veulent vraiment pas s'embêter avec un système de réserve parce qu'ils doivent partir dans l'urgence souvent. Du coup, ils prennent le véhicule à la volée, ils partent tout de suite en déplacement. Donc voilà, c'est important d'avoir ces deux notions-là. Ensuite, on a un cas un peu plus atypique qui commence à se développer, c'est l'interentreprise. Donc ça, en fait, c'est un peu différent. C'est-à-dire que vous allez avoir une zone, ou en tout cas une flotte, imaginons une entreprise A, qui va mettre à disposition sa flotte dans toute la zone de chalandise, en tout cas. Et du coup, une entreprise qui est annexe, ou satellite, va pouvoir dire, bah, attention, moi, j'ai plus de véhicules disponibles. Mon salarié va pouvoir prendre ton véhicule. Donc là, ça a des coûts, etc. C'est comme si il partait sur une location courte durée, mais du coup administré par l'entreprise B. Donc chacun s'y retrouve parce qu'ils vont payer moins cher, celle qui en a besoin, et celle qui met à disposition, du coup, va augmenter son TCO, parce que du coup, le véhicule va être utilisé alors qu'il n'était pas en réservation, et ils vont avoir les gains aussi de la réservation. Donc c'est vraiment intéressant, c'est des sujets d'ailleurs sur lesquels je travaille personnellement. On essaye de faire des POC, on essaye des proof of concept, parce que le modèle économique n'est pas si évident que ça à trouver, mais on commence à avoir des résultats assez probants, du coup c'est vraiment un phénomène qu'on retrouve, et d'ailleurs, il s'amplifie avec aussi ce qui s'appelle l'autopartage résidentiel. Donc en gros, c'est des promoteurs immobiliers, ou en tout cas des acteurs de l'immobilier, qui veulent mettre en place de l'autopartage en natif dans les habitations. Du coup, c'est les locataires qui se partagent des véhicules et comme ça, ils peuvent les prendre un peu en libre service. C'est intéressant à la fois pour eux parce que du coup, ça leur permet d'avoir un service supplémentaire. Donc c'est souvent du vélo et de la voiture. Et puis aussi pour le promoteur, en tout cas le constructeur, puisque lui, il va permettre en fait de réduire les places de parking. C'est demandé par les collectivités. Donc il y a un gain d'espace urbain et puis aussi des coûts, parce que forcément le mètre carré parking est assez proche des fois du mètre carré habitable, et du coup ça leur permet comme ça d'avoir des gains récupérés. Non, tu fais le teasing du prochain webinaire, donc c'est bien. Ah c'est parfait. Et comme quoi je spoil tout, hein, je suis vraiment désolé. Non, mais du coup on aura un webinaire effectivement à la fin du mois, le 30, dédié à ce lien entre autopartage et immobilier, et comment la mobilité dans les programmes résidentiels évolue aussi, donc c'est assez intéressant. C'était exactement pour ça que je non. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vraiment, c'est fascinant, vous allez voir l'autopartage résidentiel. Puis l'interentreprise aussi, t'en parlais tout à l'heure, on avait aussi le cas d'une collectivité qui s'y intéressait pour ces zones d'activité justement. Oui. Dans le cadre du PDU qui réfléchissait à mettre en place, eux, au niveau de la collectivité, des flottes mutualisées dans certaines zones très denses. Donc il y a aussi cette réflexion au niveau des collectivités publiques. Donc c'est assez intéressant.
Et le dernier, c'est le one way, donc aussi appelé trace directe, où en gros, vous allez prendre un véhicule d'une station A et vous allez pouvoir le laisser sur station B, C, D, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet d'avoir une flexibilité en termes de gestion intéressante. Par contre, ça entraîne aussi des coûts logistiques qui sont parfois importants, puisque typiquement, en gros, si vous avez, imaginons, 5 véhicules sur la station A et qui partent tous en fait sur station C, D, E, vous allez vous retrouver avec 0 véhicule sur station A. Donc si quelqu'un a besoin d'avoir un véhicule sur cette station-là, bah, du coup, ça va être compliqué. Il va falloir soit rapatrier les véhicules, donc des frais de logistique, soit sinon bah, faire en sorte que d'autres ramènent le véhicule station A s'il y a besoin. Donc en termes de techno, nous par exemple, on a des petites astuces en mettant par exemple des slots, vous savez, des nombres en fait de véhicules réduits minimum. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver à 0, mais peut-être à 2-3 véhicules minimum par station, ce qui vous évite ces frais de logistique. Pour équilibrer un petit peu. Tout à fait. Après, ça se fait aussi souvent assez connu sur la location courte durée, où en gros, des fois, ils font des trajets retour à 0 € ou 1 € symbolique. Ça permet d'éviter des frais de logistique pour les loueurs. Là, c'est la même chose. Vous pouvez très bien encourager vos collaborateurs à revenir. C'est vrai qu'il y a de plus en plus des rapatriements. Bah, ça évite de louer des camions pour faire tout ça, donc c'est pas plus mal. On parlait d'emprunt tout à l'heure. Alors, quelques questions et on va terminer. Donc, Bénédicte, pour une collectivité avec plusieurs sites, ah bah tiens, t'en parlais. Quel est le mode préconisé? La boucle ne permet pas de rendre le véhicule sur un autre site. Bah, c'est ce qu'on vient de dire, donc si. Bah, du coup, Bénédicte parle du one way aussi. C'est le one way, tout à fait, c'est ça. Alors, aussi appelé intrasite, enfin, il y a plein. Alors, intersite ou intrasite, puisque ça peut aussi être dans le même site. Je pense notamment, alors là, on parlait pas de collectivité, mais par exemple, des hôpitaux qui ont des sites. Ou les zones industrielles aussi, on avait jusqu'à là, effectivement. Mais c'est ça, Bénédicte, effectivement, vous pouvez avoir de l'intersite. Dans ces cas-là, la gestion se fait telle qu'on l'a expliqué sur le one way. On a le cas avec Saint-Nazaire notamment. Ils possèdent plusieurs sites, ils ont 4 ou 5 sites, il me semble. Tout à fait. Et du coup, il y a plusieurs modes d'autopartage qui ont été mis en place. D'ailleurs, tu as fait une étude de cas sur Saint-Nazaire. Oui, qui va sortir très prochainement d'ailleurs. C'est un petit teasing. Bah, si ça vous intéresse, Bénédicte, on peut vous l'envoyer. Ça vous l'aurez en avant-première. Mais c'est intéressant parce que vous allez voir vraiment les problématiques qui sont posées. Et du coup, comment on y a répondu avec notre techno. Et on avait un article assez complet aussi qu'on pourrait transmettre peut-être à Bénédicte où justement ils parlaient de leur expérience. Que ce soit au niveau de la transformation de leur mobilité, de l'apport de l'autopartage, etc. Et en plus, c'est drôle parce que l'article, je l'ai en tête, là, c'était dans Flotte Auto, je crois. Flotte Auto, Et ils expliquaient tout ça, en fait. Ils ont commencé par un truc Excel, ils sont passés ensuite sur la boîte à clés, et ensuite, vraiment avec il y avait une belle évolution au niveau de leur solution, c'était assez intéressant comme et le petit fait intéressant, c'est que justement, ils ont gagné le prix, enfin, la seconde place. Comment ça s'appelle? C'est Territoria. Territoria, voilà, le prix Territoria avec notre techno autopartage. C'est pas mal. Alors, autre question, comment faire si les personnes déposent les véhicules hors zone définie? Alors, dans ces cas-là, en fait, vous avez une alerte et souvent, ça vous parlez du free floating évidemment. Dans ces cas-là, vous pouvez pas mettre fin à la réservation. C'est-à-dire que votre véhicule va continuer en fait à tourner avec votre réservation, donc vous avez tout intérêt à faire revenir la personne. Le gestionnaire aussi peut contacter du coup l'utilisateur, parce qu'il connaît l'utilisateur, le contacter et dire attention, là tu es hors zone, etc. Il y a tout un système qui fait l'idée c'est de bloquer effectivement l'arrêt de la réservation pour dire non, vous pouvez pas. C'est un peu le même principe que la personne qui part avec les clés dans la poche. En fait, vous allez le contraindre à refaire les choses comme il faut. Parfait, donc on enverra à Bénédicte ces éléments. Et donc pour terminer, du coup, je sais pas si on est bon au niveau là. Ah oui, dis donc, on a bien. Donc au final, l'autopartage, au niveau des gains, comme on l'a vu, juste pour faire une synthèse de tout ça, vous allez avoir une réduction de votre budget, comme on l'a vu, éviter les frais de taxi, les indemnités kilométriques, etc. Réduire la taille du parc en garantissant les mêmes besoins de déplacement, donc forcément vous allez vous y retrouver en termes de ROI. Pour ceux que ça intéresse, on a aussi une étude de cas qui est vraiment axée sur le terme justement du retour sur investissement de l'autopartage. Donc vous avez tous les éléments, les centres de coûts, etc. Et ça, on pourra aussi vous la communiquer si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Donc envoyez un mail à communication@mobilitygreen.com et on vous enverra ça avec grand plaisir. Ça permet aussi, comme on l'a évoqué, d'avoir une mobilité un peu plus verte, un peu plus durable. L'électrique, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'intégrer. Souvent, l'autopartage, c'est un vecteur d'intégration électrique dans les parcs automobiles. Et inversement, on peut aussi faire du vélo. Voilà, donc toutes ces questions-là sont en train d'être rebattues et ça s'intègre dans des logiques de fond. Donc c'est vraiment une bonne chose, en tout cas, sur l'aspect vraiment durable. Et puis aussi, tu l'as dit, l'aspect logistique, pratique et flexible. On le voit bien, les personnes qui... Alors, c'est une idée reçue, tiens, je terminerai peut-être là-dessus. Idée reçue de certains de nos prospects. Moi, je suis gestionnaire de parc. Je caricature évidemment, mais je vois un truc comme ça, je me dis, ok, du coup, moi, dans 5 ans, mon poste, il disparaît parce que je vais être remplacé par une IA, donc intelligence artificielle.
ou des logiciels comme ça, alors que pas du tout. Et c'est très drôle parce que quand on consulte après les gestionnaires de parcs qui utilisent notre outil, ils nous disent surtout, vous ne le retirez pas, parce que c'est un outil qui nous aide dans notre quotidien. Et c'est vraiment ça le but de l'outil. C'est pas de remplacer des humains, mais au contraire, de faire en sorte que toutes les tâches récurrentes à faible valeur ajoutée soient automatisées directement par l'outil. Et oui, il permet de se concentrer justement sur la vision plus analytique, de pouvoir calculer TCM, d'aller sur des thématiques aussi de mobilité plus globale, comme tu l'as dit, avec l'intégration peut-être du mobility management. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à Catherine qui nous suit, d'avoir justement une dimension plus globale de son management de mobilité, avec intégration de covoiturage domicile-travail, du vélo, etc. Ça s'intègre totalement d'ailleurs dans les demandes du gouvernement sur le plan de mobilité. Donc voilà, l'outil est vraiment fait pour ça. Donc vraiment, c'était une idée reçue, alors beaucoup moins aujourd'hui, mais à un moment donné, moi je me souviens à 4-5 ans, voire 6 ans, il y avait certains gestionnaires qui flippaient de ça. Et maintenant, c'est les premiers à faire la promotion de l'outil, quoi. Donc, comme quoi. Autre petite question, nous sommes souvent interrogés sur le problème de l'état des véhicules. Alors oui, ça c'est aussi. Parlé, ça, c'est vrai. Ouais, en fait, aussi un des gains de l'autopartage, c'est que vous allez avoir un état des lieux qui sera fait de manière automatisée. C'est-à-dire que quand un collaborateur va prendre un véhicule, vous allez avoir sur le process de réservation, du coup, une fois que vous êtes devant le véhicule, un état des lieux qui sera fait pour pouvoir dire attention, là par exemple, l'aileron avant gauche ou l'état, même la propreté du véhicule laisse à désirer, ça va noter une alerte qui sera montée dans le système. Et la personne qui a mis le système, que ce soit les RH ou un gestionnaire si vous en avez, aura ces infos-là et pourra du coup intervenir sur le véhicule. Donc vous avez vraiment cette notion-là, autant l'état des lieux d'entrée, mais aussi de sortie. Si jamais vous avez eu par exemple un pépin sur le véhicule, vous allez remonter l'information et tout sera fait de manière naturelle. Sachant que vous allez aussi prendre la photo du véhicule dans l'état des lieux, vous allez voir, ça c'est bien fait. Puis il y a aussi tout ce qui est remontée d'informations justement sur le back-office, en lien avec le niveau de batterie, le niveau d'essence aussi. Donc il y a aussi toute cette notion-là de gestion, effectivement, que le collaborateur ne se retrouve pas avec un véhicule où il n'y a plus d'essence, enfin, il y a souvent ces problématiques-là de batterie aussi, notamment dans le cas des véhicules électriques où l'autonomie n'est pas forcément illimitée et que des fois les collaborateurs oublient de recharger. Donc il y a aussi cette notion-là de monitoring qui est assez importante. Et donc pour terminer, dernière slide, donc la parole est à vous. Si vous avez des questions, alors là c'est le moment, n'hésitez pas. On déborde un petit peu, là il est 10h59, on a été bon sur le timing. Pour autant, on peut prendre encore quelques minutes avec grand plaisir pour discuter avec vous de vos problématiques. Ce serait intéressant aussi d'avoir peut-être votre avis sur les préjugés. Est-ce que vous avez retrouvé peut-être des préjugés que vous pensiez sur l'autopartage dans ces slides-là? Si vous en avez d'autres aussi, n'hésitez pas, ça peut être intéressant de les connaître. Et puis sinon, d'échanger. Voilà. Alors, petite question de Stéphane, merci, très intéressant. Merci Stéphane, passez une bonne journée, puis au plaisir d'échanger avec vous. Je crois qu'il y a... Avec plaisir. Alors, s'il y a d'autres questions, on va attendre un petit peu. Et puis sinon, on clôturera ce webinaire. Donc oui, le prochain webinar, c'est le mardi 30, donc dans 2 semaines. Ah oui, ça vient vite. Ça va venir assez vite aussi. Et donc oui, on se concentrera sur le secteur immobilier cette fois-ci, l'autopartage résidentiel. On aura aussi peut-être plus l'occasion de discuter de tout ce qui est interentreprise, pourquoi pas, et un cas différent de mutualisation de véhicules, mais qui est assez intéressant. Et qui est un peu à la jonction entre le particulier et le professionnel aussi. Donc, ah oui, complètement. Ça, c'est un des sujets aussi d'évolution du marché. La perméabilité entre le pro et le perso commence à être assez clair. On le voit bien, il y a de plus en plus d'acteurs. Tu parlais de Saint-Nazaire, par exemple. Eux, ils ont leur flotte pour leurs collaborateurs et ils sont en train d'envisager justement d'ouvrir cette flotte-là le soir week-end auprès des concitoyens. Et c'est super. Enfin, je trouve que c'est une très bonne idée de capitaliser sur des ressources qui existent déjà. Moi, je dis souvent à nos clients, grands comptes notamment, puisqu'on en parle souvent, que c'est eux aussi les acteurs de la ville de demain. Faut pas l'oublier, la congestion des sens urbains, on pourrait largement y répondre avec des acteurs, parce qu'on le voit bien, il y a des flottes d'entreprises qui sont énormes dans les centres-villes, qui sont pas utilisées, et donc on pourrait très bien les ouvrir aux réservations perso. Bon, ce sera pas tout de suite, mais on pourrait le faire. Alors, petite question, comment pouvons-nous avoir une démo de l'outil? Vous en avez parlé rapidement, je crois. Oui, alors ça, on va prendre contact avec vous, donc on a forcément votre mail puisque vous êtes inscrit. Du coup, on va vous proposer une démo, vous allez voir, il y aura un petit formulaire à remplir, vous décidez de la date vous-même. Et puis comme ça, quelqu'un vous fera une démo de l'outil avec grand plaisir. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, ce sera le moment de pouvoir rentrer dans le détail de l'outil. Ça sera un peu sur le même modèle que ce webinaire au final, parce que c'est le même outil en fait qu'on utilise pour les démos aussi. Oui, tout à fait. Vous ne serez pas perdu. Ce sera la GoToMeeting, sauf que là, du coup, vous aurez vraiment l'interface de l'outil avec une démonstration, comment on fait une réservation, comment sur le back-office, vous allez aussi avoir
l'analyse des statistiques, etc. Donc, vous aurez vraiment du concret là pour le coup. Ce ne sera pas des slides, quoi. Et après, s'il y a la partie matérielle aussi. Merci Bénédicte, c'est Merci. gentil. Merci Catherine, bah, merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne matinée. Merci Oui, Laura. bah, merci Alexandre. Et puis bah, très bientôt. Portez-vous bien. Bonne journée. Ah, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Je vais juste mettre fin. Hop.